Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette session d'échange et de discussion en 100% digital à l'initiative de l'ANAP. Nous vous proposons aujourd'hui 2 tables rondes qui vont nous permettre de croiser expérience et regard sur la crise du Covid que viennent de traverser nos systèmes de santé. Cet échange permettra de confronter évidemment notre connaissance a posteriori avec celle de l'Irlande et du Danemark. Regard croisé, donc Danemark, Irlande, France à l'épreuve du Covid-19 avec une première session, une première table ronde dans quelques minutes sur l'organisation d'un système de santé dans son ensemble avec l'exemple du Danemark et puis en suivant une seconde session, seconde table ronde sur la prise en charge des soins critiques avec l'exemple de l'Irlande. Alors, vous le savez bien, avec l'afflux massif de patients Covid, les différents acteurs des systèmes de santé ont dû rapidement augmenter leur capacité de prise en charge et repenser les coopérations interhospitalières mais aussi interrégionales. Je vous propose donc sans plus attendre d'accueillir les 4 participants de notre première table ronde. Anne Smetana, directrice adjointe Healthcare Danemark. Anne Smetana travaille étroitement avec l'équivalent du ministère de la Santé au Danemark. Elle va nous présenter dans quelques instants les grandes lignes du système de santé danois. Elle va nous donner évidemment sa lecture des différences qu'elle a pu noter avec notre propre système français qu'elle connaît bien par ailleurs. On verra aussi avec elle quels sont les principaux enseignements qu'elle tire de cette crise du Covid-19. Je suis ravie d'accueillir également avec nous Mats Koch Hansen, qui est anesthésiste, ancien directeur d'hôpital au Danemark et responsable de la gestion du Covid-19 dans plusieurs hôpitaux au Danemark. Avec lui, nous entrerons davantage dans le vif du sujet puisqu'il a vécu évidemment la crise au plus près sur le terrain. On verra quelle est la situation au Danemark à l'heure où on parle et comment les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement danois ont permis concrètement une gestion, on va dire, plus confortable de cette crise et ce qui a vraiment fonctionné selon lui. En écho à ce que nous aurons exposé vos confrères danois, nous aurons l'intervention de M. Frédéric Boiron, que je remercie également de sa présence aujourd'hui. Frédéric Boiron, directeur général du CHRU de Lille, un directeur d'hôpital dans une région, vous le savez, très exposée. Il nous donnera sa vision large des choses et quel bilan il tire lui aussi de cette crise qu'on a traversée au printemps et cet été. Quelles leçons on peut d'ores et déjà en tirer et puis quelle est la part qu'ont pris les directions générales au sein de leurs établissements pour faire bouger les choses. Enfin, j'accueille Pierre Priville, directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, voisin du Grand Est de la France, région la plus touchée avec le Grand Paris. Il a vu la vague arriver très très vite lui aussi. Les agences régionales de santé qui ont été, on le sait, assez décriées pendant cette crise dans leurs actions. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de remettre les choses à leur place. Voilà, 45 minutes pour échanger. On va donner la parole Ladies First en premier lieu à Anne Smetana. Donc je l'ai dit, directrice adjointe Healthcare Danemark. Je l'ai dit, Madame Smetana, vous travaillez étroitement avec l'équivalent du ministère de la Santé. Vous avez choisi de vous exprimer en français, on vous en remercie. C'est une langue que vous maîtrisez parfaitement. Ma première question, elle est simple. Est-ce que vous pourriez, d'une façon systématique, synthétique et assez rapide, nous présenter les grandes lignes du système de santé danois, s'il vous plaît? Volontiers, merci beaucoup. Le système de santé au Danemark a subi une profonde transformation avec l'accent sur la transformation structurelle et numérique des services de santé. Et ces transformations sont représentées par ce que vous pourriez appeler des stratégies habilitantes. Ça veut dire qu'ils sont tous importants, mais ce qu'ils font vraiment, c'est soutenir la transformation organisationnelle. Nous avons un système de santé danois qui est entièrement presque public. C'est basé sur le principe d'accès universel et gratuit pour tous les citoyens. 85 du système est financé par les impôts et les restes est financé par les citoyens suite à des actes non remboursables. En 2007, nous avons fait une réforme structurelle importante. Nous avons 3 niveaux administratifs après la réforme structurelle. Le cadre régulateur, comme en France, est toujours décidé par le Parlement, le gouvernement. Nous avons une agence de santé, plusieurs, mais qui joue un grand rôle. Ce qu'on a fait au Danemark, c'est qu'on a fermé 14 départements et aujourd'hui, depuis 2007, on a 5 régions qui gèrent et sont propriétaires des hôpitaux danois et aussi des soins psychiatriques. Et ils sont responsables aussi des médecins généralistes qui sont en fait libéraux. Au niveau local, au lieu d'avoir presque 279 municipalités, aujourd'hui, nous n'avons que 98.
municipalités. Et eux, en 2007, ont eu la responsabilité pour la santé de la population, les initiatives de prévention ainsi que la réhabilitation des soins à domicile et les personnes âgées. Une municipalité au Danemark est en moyenne 50 000 habitants pour avoir un milieu professionnel de santé plus important qu'avant 2007. Et puis, nous avons un système totalement numérique. Très bien. C'est là-dessus j'allais justement enchaîner. Quels sont les principes, je l'ai dit en préambule, Madame Smetana, vous connaissez le système français. Quelles sont peut-être les principales différences que vous notez avec notre système? Vous venez de le préciser, la digitalisation, la numérisation sont très implantées. Quid peut-être du rapport au télétravail? Les différences que vous notez? Au Danemark, il faut passer un médecin généraliste d'abord et les médecins généralistes occupent une position clé dans notre système de santé. Il est le premier contact dans le système de santé et il est aussi le gardien d'accès entre le niveau primaire et le système de santé spécialisé. Les médecins généralistes au Danemark, ils sont tenus de prendre des gardes dans les hôpitaux. Ils sont aussi aujourd'hui responsables des patients atteints des maladies chroniques au Danemark. Et peut-être mon impression est qu'en France, vous avez perdu un peu une partie de ce statut des médecins généralistes. On reçoit beaucoup de délégations français avant le Covid-19 qui sont intéressés de voir comment on gère les urgences, parce que les urgences sont calmes, on sait exactement qui viennent et il y a moins qu'en 4 heures, on est soit renvoyé chez eux, soit hospitalisé, mais on a eu un diagnostic. Alors, une dernière question avant de poursuivre notre tour de table, Madame Smetana. Le Danemark, on le sait, fait partie de ces pays dits laboratoires dans la gestion de la crise du Covid-19, au même titre que l'Autriche. Un statut qui s'explique par la mise en place anticipée d'un confinement généralisé de la fermeture des frontières et la fermeture des frontières danoises. Alors, ces mesures ayant rapidement porté leurs fruits, le Danemark est l'un des tout premiers États, finalement, en Europe à avoir annoncé un déconfinement graduel et contrôlé de la population. Très synthétiquement, encore une fois, Madame Smetana, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette crise du Covid? Je pense que c'est trop tôt de tirer vraiment des enseignements. On est prudents tous de dire qui a fait le mieux, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu une stratégie claire du gouvernement et une collaboration avec les autorités de santé et politique économie de faire ce confinement rapide et ça a l'air d'avoir eu un impact positif. Peut-être je peux aussi dire que c'était aussi une surprise pour nous, comme dans tout, globalement, mais que nous n'avons pas eu de meilleure capacité de test au début, mais qu'aujourd'hui, nous testons, en août, nous avons testé plus de 30 000 personnes par jour. Nous avons dans chaque région des centres de tests. Et ce qui nous a aidé, c'est l'accélération de solutions numériques et la crise de COVID-19 a montré surtout un système cohérent de santé qui ont su collaborer entre tous les niveaux et entre les groupes professionnels sans précédent, peut-être de changer, développer, exécuter et trouver des solutions innovantes. Merci. Mats Kokkenson, je vous passe la parole, anesthésiste, ancien directeur d'hôpital et responsable de la gestion du Covid-19 dans plusieurs hôpitaux de votre pays au Danemark. You've been dealing, Mats, with the daily crisis in the hospital. The climax of the epidemic was early April. Latest figures we have is for a total population of 5.8 million in Denmark, confirmed positive cases to COVID, 6,052 persons, number of deaths with corona, 621, 20 people remain in the hospital as we speak. You will correct me if I'm wrong. More than 2 million people have been tested and 13,800 people have recovered as we speak. The first corona case, just to give a little context, was detected on February 27 on a man coming back from Italy. Lockdown was imposed on March 16, climax of the epidemic, I said early April. Slowly and progressive step out of lockdown mid-April. Denmark, as I said, is one of the first countries to have reopened its schools with a number of measures such as social distance, for example, and early screening. Would you say, Matt, that the measures taken by your government made it possible to deal with the crisis more gently, and how?
I think we had a very clear message from our government with a lockdown and a very strong lockdown, and they were supported by health authorities. So it was very clear that we had a situation that we needed to go into because we feared to get in a situation that we saw, especially in northern Italy and in France and Spain, where we were at a lack of resources in hospitals. So we had a very effective lockdown early. Mm-hmm. Madam Smetana just talked briefly about the reform that was conducted in 2007. How did this last reform conducted help you deal with the crisis? Can you summarize it? With the health reform, we got a much more clear leadership in healthcare, and it was much easier for us to coordinate the things we did, how to confront the patients that started to come in the start of March, and we had a daily coordination between hospitals in each region and a daily coordination with health authorities, the government, and all 5 health regions in Denmark. So we had a system where I could bring something up in the afternoon, and the next morning it could be discussed on a national level, and I could get an answer next day. So it was a very clear leadership in this crisis. Mm-hmm. If you had to focus, Mads, on the strengths and innovations of your system, what would you underline maybe? I will underline that having a very digitalized healthcare system, we have had benefits from. It's easy to transform results to public. When you go and have a COVID test, you can go on the internet in the afternoon and you can see your result as a public. You don't have to call a doctor to get your answer. We have it's easy to coordinate patients. We can refer them to each hospital. We can see each other's health records, and the digitalization for people getting into contact with hospitals by video or telephone was very widespread during the crisis. What would you say has really worked on a daily basis for you during this COVID crisis? I think one of the most important things is the clearness of the task. It was very clear what we had to do as hospital, as healthcare sector, both the primary sector and the secondary sector. And we do not used to have a daily coordination, but we have had that during the crisis because we had to be sure when elderly people were ready to go out of hospital, that they could handle them in the municipalities, in the elder homes. So we had a daily conference between the head nurses so that we knew that we wouldn't drop the patients between chairs, but we will have a gentle delivery near the home. And the same in the hospitals when we had to transport patients between hospitals. The coordination and the daily head-ups with what is the issue that you struggle with. That was very important. What was your role precisely during this crisis? Have you ever felt overwhelmed? Did you run out of equipment, for example? My role was to be a clear medical leader for the hospital, and in that way also supporting the municipalities because they do not have doctors in their staff, so they had to get the resources from the hospital. So it was leadership, and it was to be clear in communication to the staff and to the public, and we were very near to run out of personal equipment for the staff, but we didn't, and it was nearly, the last box of masks we took out of. It was very, very near, but we managed to have fiery situation in the hospitals. All right, thank you. Let's hear Frédéric Boiron now. Frédéric Boiron, directeur général du SCHRU de Lille. Donc, je l'ai dit en préambule, un directeur d'hôpital dans une région très exposée. On aimerait avoir votre vision très large des choses, Monsieur Boiron. Le 12 mai dernier, dans La Voix du Nord, vous avez dressé pour la première fois un bilan de la crise liée au Covid en vous projetant à brève échéance. Je vous cite, vous avez dit « Le dépistage des patients sera systématique pour ceux qui auront un geste invasif ou chirurgical ou qui sont à risque. Tout notre personnel
sera également testé. Peut-être une première question, où en est la situation à l'heure où on se parle aujourd'hui dans votre région, Monsieur Boiron? La situation, d'abord j'en profite, merci de votre invitation pour saluer tous les intervenants et bien sûr aussi les intervenants danois qui ont bien des choses à nous apprendre et on est très heureux de partager cet échange avec vous. La situation à Lille est aujourd'hui plus calme, plus j'allais dire détendue. Le terme serait inapproprié parce que nous restons assez mobilisés et parfois stressés par cette situation très particulière. Mais en termes de prise en charge et d'activité, au niveau hospitalier, bien sûr, les choses sont aujourd'hui plus faciles. Le CHU de Lille, vous l'avez dit, c'est un établissement de grande taille dans une région qui a été très concernée. À Lille, il y a 10 hôpitaux spécialisés groupés sur un campus et 16 000 salariés dans nos hôpitaux. Donc, c'est une grosse maison. Aujourd'hui, nous avons par exemple une quinzaine de patients Covid positifs dans l'établissement, dont 4 ou 5 en réanimation. Donc c'est extrêmement faible par rapport à la période de crise au cours de laquelle nous avions par exemple jusqu'à 350 lits dédiés au Covid et dont plus de 150 en réanimation et qui étaient occupés. Donc on a eu des pics. Mais si vous me permettez cette première remarque, finalement, sur à peu près les 10 000 prises en charge que nous avons faites dans la phase de crise un peu aiguë de patients pour le Covid, ça représente 10 à 15% de l'activité du CHU de Lille. Et c'est quand même un élément qui mérite d'être souligné, c'est qu'à l'échelle d'un établissement comme le mien, qui compte 3200 lits, on a eu 350 lits Covid. 3200 lits, 350 lits Covid. Donc, on est évidemment très concentré sur la gestion de cette épidémie, c'est légitime, mais il ne faut pas oublier que pendant cette période, on a aussi fait le reste et qu'on a aussi assuré la prise en charge, même si ça a été beaucoup débattu, des patients qui avaient besoin d'une prise en charge urgente ou dont le pronostic pouvait être engagé ou qui pouvaient avoir des conséquences fonctionnelles un peu fortes si on délayait les prises en charge. Moi, je voulais dire ça aussi pour rendre hommage finalement aux communautés soignantes. Bien sûr. On a fait énormément d'efforts sur le Covid, ça a été des bouleversements, mais on a aussi réussi à assurer les prises en charge continues, en tout cas autant que faire se pouvait. Quel est le bilan que vous tirez maintenant aujourd'hui a posteriori de cette crise, avec le recul et après avoir entendu vos confrères danois? Qu'est-ce qui selon vous n'a pas fonctionné? Quelles leçons est-ce que finalement vous en tirez? Le bilan transitoire. Vous me permettrez d'être un peu basique. Le premier bilan que je tire pour ma part, c'est que nous avons fait face. La crise a été beaucoup mise en avant. On a pu, et on aime bien faire ça en France, critiquer les modalités, les choix, les décisions qui ont été prises. Mais prendre des décisions dans cette situation-là, c'est aussi un exercice difficile qui engage énormément les populations, les autorités, l'État, les organismes que nous sommes. Et donc, ça n'est pas si simple. Et je pense, moi, que la bonne volonté et l'intention de bien faire a animé l'ensemble des décisions qui ont été prises. Et moi, je peux vous dire, dans les personnels du CHU de Lille, quand il a été question de transformer en 48 heures un hôpital entier en hôpital Covid, l'hôpital Calmette, on a fait ça en 2 jours, tout le monde s'y est mis. Tout le monde transportait du matériel, les soignants, les jardiniers, les personnels techniques, les administratifs, tout le monde était convergent sur un but. Et c'est ce qui ressort très fortement en termes de bilan. On sait pourquoi on est là et tout le monde sait pourquoi on est là. Nous sommes là pour protéger et servir la population et on a fait le job. Monsieur Boiron, avant d'entendre Monsieur Pribyl, une dernière question. Si, évidemment, on ne le souhaite pas, une reprise de l'épidémie se profilait, comment allez-vous l'aborder? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas reproduire? Oui, il y a des choses qu'on apprend dans cette crise. Il y a aussi des choses qui n'ont pas fonctionné, vous avez raison, mais finalement, on a trouvé les solutions, parce que même sur les masques, par exemple, on n'a jamais été en rupture. Mais une des choses que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous préparons d'une autre manière la gestion d'épisodes de cette nature. Et par exemple, nous avons des unités de soins qui sont préarmées, équipées, organisées avec leur protocole, leurs procédures, le personnel identifié pour y être affecté. Et en cas de reprise significative, ces unités peuvent être mises en œuvre en 1 jour pour la moitié
et en gros en 48 heures pour l'autre moitié. Ça, c'est un enseignement aussi de la crise, c'est les unités de réserve qui sont prêtes à être mobilisées de façon rapide. D'habitude, on fonctionne un peu autrement puisque les crises sont souvent très ponctuelles. Voilà. On a aussi fait autre chose, c'est qu'on s'équipe pour suppléer les ruptures de l'industrie et notamment fabriquer du gel hydroalcoolique, des médicaments, des masques en tissu. On a développé ces techniques qui nous permettent là aussi, si c'était nécessaire, de suppléer des pénuries ponctuelles. Voilà par exemple des choses. Et puis un dernier mot, je ne veux pas être trop long, c'est le système d'information. Les Danois ont de l'avance sur nous et on essaye actuellement très très vite de s'équiper. Téléconsultation, ça marche bien, mais aussi partage d'informations avec un outil régional qui s'appelle Prédis. Merci Monsieur Boiron. Pierre Pribil, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, les voisins du Grand Est de la France, région la plus touchée avec le Grand Paris. Alors, vous avez vu cette vague arriver très vite, vous aussi. On l'a dit en préambule, les agences régionales de santé ont été largement décriées pendant cette crise. Alors, c'est peut-être l'occasion de remettre un peu les choses à leur place aujourd'hui. Comment, tout d'abord, vous réagissez aux propos de vos confrères danois? Bonjour à tous. Moi, ce que je retiens des propos des orateurs danois que je salue et que je remercie, d'abord, c'est l'accent mis sur la transformation numérique et le fait qu'ils sont entrés dans cette crise avec une transformation numérique déjà très avancée. Et il est clair que ça a dû, au regard de ce que nous avons vécu, être un atout assez décisif. Vous faisiez référence à la façon dont les résultats de laboratoire, par exemple, sont directement accessibles en ligne et transmis entre patients et professionnels. Il a fallu en France monter un système d'information de toutes pièces pour arriver à ce résultat, le fameux STIDEP, le système d'information qui aujourd'hui fonctionne pour suivre en temps réel et échanger les résultats de tests. Mais on l'a fait c'est un exploit en tant que tel, mais on n'a pas pu capitaliser sur une expérience. De même, l'usage du numérique dans la pratique médicale au quotidien a été considérablement accéléré pendant la crise. On n'a pas créé de nouveaux outils, mais les usages ont explosé. Confinement oblige. Donc, parce que nécessité a fait loi, notre système de santé a considérablement accru l'usage du numérique dans cette période, mais il est clair que ça ne fait que renforcer la nécessité d'accélérer cette transformation numérique de notre système. La deuxième chose que je retiens et qui me permet peut-être de faire le lien avec votre question sur le rôle des agences régionales de santé, c'est le besoin exprimé pendant cette crise, qui a été exactement le même dans notre pays par monsieur Hansen, d'une extrême coordination entre tous les pans du système de santé. Ce qui est marquant dans cette crise, c'est qu'elle a impacté à 360 degrés tout notre système de santé. Et à l'échelle administrative, donc de la place qui est la mienne, les ARS sont jeunes, elles ont été créées en 2010. Je n'ose pas imaginer l'enfer administratif qu'aurait été la gestion de cette crise dans un contexte préalable à la création des ARS. Dans une région comme la mienne, ça aurait été une bonne quinzaine d'institutions publiques qui auraient dû, en tuyau d'orgue, être en contact avec qui l'hôpital, qui la médecine de ville, qui les établissements médico-sociaux, à un niveau départemental, régional, et ensuite se coordonner entre elles avant d'échanger avec le niveau national. Ça aurait été infernal. Donc, bien sûr que les ARS peuvent s'améliorer et la critique est utile, mais souvenons-nous de ce qu'était le paysage administratif français avant 2010 et de leur faire qu'aurait été la gestion d'une crise de cette ampleur dans ce paysage-là. Alors justement, vous venez de le dire, les ARS peuvent s'améliorer. Quelles sont les mutations peut-être auxquelles vous vous attelez fort de cette expérience de la crise sanitaire qu'on vient de traverser? Les mutations internes, elles vont venir, mais je ne vous cache pas que vous parliez au passé d'une crise qui, en fait, pour nous, se conjugue au présent. L'œil du cyclone de la crise ne fait que se déplacer depuis des mois, mais le cyclone est toujours là. À l'heure où on se parle, l'organisation d'une ARS n'a rien à voir avec ce qu'elle est en temps normal. Le gros des troupes est consacré à mettre en œuvre un système de contact tracing massif
d'une ampleur inédite dans l'histoire de la santé publique dans notre pays. Et l'organigramme de l'ARS est celui d'une organisation de crise. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a en temps normal. Mais parmi les conséquences, les conclusions que nous avons déjà tirées entre ARS et avec le ministère de la gestion de cette crise, il est apparu notamment nécessaire de renforcer notre présence à l'échelle départementale. Les ARS ont joué un rôle important au niveau régional, mais elles ont aussi été très attendues au niveau départemental, à un niveau infrarégional, ce d'autant que nos régions, entre-temps, ont doublé de volume pour l'essentiel d'entre elles. Ça va nécessiter des moyens humains. Ils sont là, ils sont annoncés, mais c'est une des conclusions les plus importantes que nous avons tirées dans cette crise, tout en étant tout de même fiers et en revendiquant le fait de travailler à l'échelle régionale, puisque c'est bien à cette échelle-là, par exemple, que nous avons été en situation en Bourgogne-Franche-Comté de gérer la fameuse vague dont vous parliez tout à l'heure, avec une totale mutualisation entre tous les hôpitaux de la région. Je reviens à Anne Smetana et Mats Kok-Hansen. Il y a des questions qui nous ont été adressées par les internautes, dont je voudrais vous en adresser une. Vraiment, par rapport à ce que vous nous avez exposé, Anne Smetana, tout à l'heure sur le système de santé danois, est-ce que le Danemark fera évoluer son système de soins suite à cette crise à laquelle vous avez fait face? Mats ou Anne pour la réponse? Je pense que oui, que peut-être aussi tous les pays se développent. Nous avons un ministre le ministère parle de faire une nouvelle réforme. Et cette réforme, ça a été attendu aussi avant la crise de Covid-19. Mais prudemment, il me semble que oui, on va aussi mettre l'accent sur le fait que nous avons encore des différences entre municipalités, que même que nous avons des grandes municipalités avec 50 000 habitants en total, et qu'on a vu ce que Mats Kok-Hansen a évoqué, le développement de la coopération encore plus entre les municipalités, la médecine générale, les hôpitaux et les régions, et qu'on a trouvé des grandes synergies potentielles, et qu'un esprit de corps commun, on voit aussi qu'il y a eu certaines différences entre la manière que les municipalités ont réagi. Et ça, je pense que ça va être discuté au niveau politique. Mais nous avons aussi déjà vu qu'on a créé une nouvelle agence, on a créé un dépôt central pour les masques et pour toutes les choses intéressantes. Mais cette administration doit assurer la coordination sur la capacité des tests. Aujourd'hui, on a développé par exemple un système informatique que fait que tout le matin, le gouvernement sait exactement les résultats des tests de jour avant. Mais je pense que cette nouvelle administration et aussi joue un rôle pas seulement national, mais aussi international, et de collaboration internationale. Merci, oui. Madame Smetana. Mats Kok-Hansen, je me tourne vers vous. Do you fear a second wave? And do you think there still needs to be new things in place, a new reform maybe, like Anne just mentioned? I think we need a reform that will strengthen the cooperation between the general practice, the municipalities, and the hospitals. The hospitals have most of the resources and all the doctors, and the GPs have a central role, but we have not a tight coordination. But a reform that would force us to work closer together, as we did through the crisis, would help the system also out of the crisis. So I think many of the people working in healthcare felt like we had one system for once. We used to have a system with hospitals and the GPs and the municipalities, but working as one system with one task really was a good feeling for all the employees, and also a good way to handle patients. Precisely. Can you tell us a word maybe on the involvement, the implication of doctors and medical staff, the care workers in general during this crisis? In general, during the crisis, we had an early agreement with
with organizations for the doctors and the nurses that this is a crisis. So the way we handle, planning of the duties was skipped when we were in this business situation. So we had a good cooperation with these organizations. But I can tell you all the medical associations also have been very happy to have these changes we had 15 years ago with the healthcare system, where we cut down a lot of hospitals, actually closed them down. Before we had nearly 70 hospitals with emergency functions, and now we're down to 21. And it helped us also during this crisis that we only have fewer facilities and better staffed facilities, and we had all the necessary departments around the emergency departments, and this is supported by the doctors and nurses also. Une dernière question qui nous a été adressée par les internautes à Anne ou à Mads. On a un petit peu parlé de la médecine de ville, mais j'aimerais qu'on revienne sur le rôle précisément. Quel a été le rôle de la médecine de ville au Danemark pendant cette crise Covid? I think the role is back to what it was before, but we still don't see people with fever and cough. They can't go to their own doctor, to the GP. They have to call in, and they'll be referred to special centers at the hospital where we do this assessment and maybe a test if necessary. So that's out of the GP's office, and now we will going to the fall season, and a lot of children will come with coughs and fever, and we are looking into something that we can't handle in the hospitals. So we have to find a way in this, because I think the hospitals will be too overrun. Monsieur Boiron, Monsieur Pribyl, on l'a vu avec l'afflux massif des patients Covid, les différents acteurs des systèmes de santé ont dû rapidement augmenter les capacités de prise en charge et véritablement repenser les coopérations intra- et interhospitalières, mais aussi interrégionales. Quel impact à moyen et à long terme? Je m'adresse à vous deux, Monsieur Boiron, Monsieur Pribyl. Monsieur Boiron, pour démarrer peut-être. L'impact, il est déjà, je trouve, assez fort. On se pose des questions sur notre organisation et on a peut-être un peu plus conscience aujourd'hui que notre système, qui a beaucoup de qualité, n'est pas parfait. Et c'est pas grave, finalement, puisqu'on fait face quand même. Mais au moins, on s'interpelle et on s'interroge sur la coordination. Je suis assez frappé, mais je connaissais un petit peu la situation de la capacité de coordination qui existe au Danemark. Et c'est vrai que nous, on a expérimenté dans cette période le fait, par exemple, de piloter depuis le CHU la répartition de patients dans différents hôpitaux. Alors, c'est pas très habituel en France parce que Hans Smetana disait une commune au Danemark, c'est 50 000 personnes. En France, il y a 36 000 communes. Et on est un peu habitué aussi à voir le fonctionnement séparément. Donc la vie entre les hôpitaux n'est pas toujours coordonnée. Je le dis sans ironie, sans me moquer, c'est nos réalités sociales. Donc une des choses qui évolue, je pense, suite à cette expérience, c'est qu'on a besoin, et on le fait, d'outils de pilotage de l'activité entre les hôpitaux, répartir des malades de réanimation, répartir des malades d'hospitalisation. Mais on a besoin aussi de liens un peu plus structurés avec les professionnels de santé de ville. Nous, on a des liens forts avec les médecins de ville et les infirmiers libéraux. Et par exemple, pour le dépistage, sur les opérations de dépistage en volume, on essaye de faire toujours appel aux infirmiers libéraux et aux médecins de ville. Alors, le rôle du médecin traitant est peut-être différent encore chez nous, au Danemark, mais ça évolue. Mais on fait les choses ensemble. On établit des conventions, on essaye d'agir ensemble. Ça, je crois que c'est pas une découverte, mais disons une leçon intéressante de cette crise, et ça peut modifier l'organisation du système de santé, oui, sans doute. Monsieur Pribyl? Oui, au fond, votre table ronde nous invite à réfléchir aux conditions de la résilience du système de soins. Il y a deux de ces conditions qui ont été manifestes pendant ces longs mois, ces longues semaines. La première, c'est quand même l'engagement professionnel sans faille
la conscience professionnelle de chacun des professionnels de ce système. Et quand je dis ça, bien entendu, on pense aux professionnels de santé, au personnel soignant, mais aussi, comme l'a indiqué tout à l'heure Frédéric Boiron, les personnels techniques, administratifs, médico-techniques dans les hôpitaux, dans les administrations, en ville, dans les établissements médico-sociaux. Donc, on voit bien, quand on parle système, ça peut paraître abstrait comme mot. La réalité, c'est que ce sont des hommes et des femmes, des compétences très distinctes qui se sont mobilisés individuellement à un niveau qui reflète tout simplement un engagement, des valeurs, et la résilience, elle est d'abord et avant tout, à mon sens, fondée là-dessus. Mais la deuxième chose fondamentale, c'est que ce n'est pas simplement la somme d'individualités, un système de soins, c'est un collectif. Et ce qu'on a vu pendant ces semaines-là, c'est un niveau de solidarité, un niveau de cohésion entre les acteurs, où qu'ils se trouvent, absolument exceptionnel. Et c'est là-dessus qu'il nous faut capitaliser pour la suite, parce que quelque part, ils ont fait face, notre système de santé avec toutes ses imperfections, a fait face à cette crise. Et donc, je pense qu'il y a l'envie, et c'est là-dessus qu'il va falloir, lorsque le temps nous en laissera le loisir, capitaliser. Ils ont l'envie probablement d'approfondir et de continuer comme cela. Je vais donner quelques exemples. J'ai vu des coopérations publiques-privées à un niveau totalement inédit sur le territoire, de manière d'ailleurs très différente d'un territoire à l'autre au sein de la région. Pour vous donner un exemple marquant, à Dijon, les hôpitaux et les cliniques privées ont intégralement redéployé les activités chirurgicales de façon à ce que les urgences chirurgicales puissent être prises en charge sur différents sites et que le CHU puisse en grande partie spécialiser la prise en charge des patients réanimatoires Covid. On n'aurait jamais imaginé ça au travers d'un plan à froid. À chaud, il s'est fait des choses extraordinaires et j'espère qu'il en restera des traces. D'autres éléments d'exemple, c'est la cohésion territoriale à différentes échelles. Cohésion territoriale à l'échelle interrégionale, on n'a jamais vu ça. Nous avons dû avoir recours à des transferts de patients pour éviter la saturation, justement, et pouvoir admettre tous les patients qui devaient être admis en réanimation. Lorsqu'il nous a fallu transférer une cinquantaine de patients vers d'autres régions, ça s'est organisé de manière formidable entre ARS, entre SAMU, entre hôpitaux, dans le respect, bien entendu, de la sécurité de ces transferts. C'est du jamais vu. Et ça s'est fait de manière formidable. Un autre exemple à l'échelon régional, nous avons, pendant les heures les plus critiques de cette crise, notamment du côté hospitalier, tenu une conférence téléphonique quotidienne entre les 10 hôpitaux support des groupements hospitaliers de territoire de la région. Il s'est créé un véritable collectif entre directions, entre médecins. Évidemment, les transferts sont quotidiens entre ces hôpitaux en temps normal, mais là, quelque part, on a fait masse des compétences et des capacités de chacun. Il va en rester des choses. Frédéric Boiron, vous êtes directeur général du CHRU de Lille. Vous avez rendu hommage à votre personnel il y a un instant. Quid justement de la gestion de ces ressources humaines compétentes? Quand même une leçon majeure, c'est que cet hôpital public, qui est si souvent annoncé comme en ruine en France, a montré tout son intérêt pour la population. Moi, je tiens à dire ça, c'est un système puissant et qui est efficace même dans la crise. Le personnel, il a été durement éprouvé, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans les suites, il y a eu les vacances, ça aide aussi à prendre de la distance. Donc, un des sujets, c'est organiser la relève et puis organiser au niveau national aussi le soutien et le retour réel aux hospitaliers. Et des réformes récentes et des annonces aussi sur les revalorisations nous semblent bienvenues en ce sens. C'est un message aussi de la société à ces populations soignantes qui s'engagent. Mads Koch-Hansen, if you had just one little word of conclusion, one last message you want to address this morning? I think it's very interesting to hear what we just heard. The situation in France have been worse than in Denmark, but cooperation and putting all the resources together is very, very important for everybody. And I'm happy to hear that you have worked it so well also in France. So I hope I have been able to contribute a bit. Anne, je me tourne vers vous une toute dernière fois. Est-ce que vous avez un dernier mot de conclusion pour
terminer cette table ronde. Oui, c'était aussi très heureux de partager et échanger qu'il y a beaucoup de ce qui se passait et qui se passe actuellement qui ne concerne pas uniquement la structure, mais aussi une question une manière agile de collaborer et qui est intéressant. Mais je soulève aussi le fait que, comme Maître Cockens l'a dit, oui, de regarder les médecins généralistes, de viser les soins primaires. Je pense que là, quand la crise, heureusement, on espère qu'il va passer et que là, il faut encore développer le système de santé cohérente. Ça, je suis sûre, dans notre pays autant qu'en France, et aussi les numériques. On arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais vous remercier infiniment tous les quatre d'avoir mis tout en œuvre pour qu'on puisse bien s'entendre et se voir. Merci beaucoup pour la grande qualité de vos propos. Je vous souhaite une excellente rentrée en forme et en bonne santé, évidemment. À bientôt.